Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de KTO et bienvenue dans cette première conversation littéraire de la rentrée littéraire de septembre donc. Donc nous voilà en pleine effervescence liée au prix littéraire et on va commencer cette nouvelle saison avec Nathan Dever. Bonjour Nathan. Bonjour Jean-Claude Perrier. Donc premier invité de la saison, Nathan Dever qui publie un roman qui est sorti le 20 août dernier, donc qui va être forcément un des événements de la rentrée littéraire. On en parle déjà beaucoup. On vous souhaite tout le meilleur pour un prix, évidemment. Merci. Parce qu'un peu l'idée, c'est votre idée, c'est l'idée de votre éditeur cette saison, disons. Et donc, on va profiter de ce temps qui nous est donné, un peu au calme ici à KTO, pour balayer un peu votre carrière, voir où vous en êtes et comment et pourquoi vous en êtes arrivé à ce roman qui est assez particulier, je dois dire. Et puis, évidemment, on parlera de choses et d'autres et de sujets sociétaux, puisque vous êtes un écrivain dont l'imaginaire est très ancré dans le réel, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est que, bon, vous êtes tout jeune, on peut encore dire votre âge. Oui. Combien ? 27 ans. Voilà, oui. 27 ans. Et c'est fou ce que ce garçon a fait en aussi peu de temps. Vous avez commencé à publier, si mes informations sont bonnes, en 2019. Donc ça fait peu de temps, en fait, quelques années. Et en quelques années, vous avez publié 6 livres, celui-là étant le 7e. Oui. C'est ça ? Voilà. Donc vous n'avez pas chômé, ça fait un livre par an, quoi. Et des livres qui ne sont pas des plaquettes légères, mais des livres ou de réflexion ou des romans ambitieux, etc., etc. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous aviez commencé à publier en 2019 par un livre qui s'appelle « Généalogie de la religion ». C'était chez nos amis du Cerf. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Oui, alors, j'ai eu une enfance très, très religieuse et une adolescence très religieuse dans le judaïsme. Voilà. Et je m'en suis éloigné. Et juste après m'en être éloigné, un an plus tard, je me suis mis à écrire ce texte-là, qui était une sorte de tentative d'offrir un regard philosophique sur la manière dont une religion se construit. Parce que, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, les premiers adeptes d'une religion sont exactement les mêmes que ceux qui deviennent ses adversaires plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on lit attentivement la Bible, que j'ai étudié beaucoup dans mon adolescence avec un regard religieux, mais quand on la lit attentivement, on a l'impression que la religion a non pas un acte de fondation, mais toujours deux. À savoir, pour prendre l'exemple de la genèse du monothéisme dans l'Ancien Testament, entre Abraham, qui est le fondateur de la religion comme projet spirituel, eh bien Abraham, il fonde la religion sur un double rejet, le monothéisme sur un double rejet. Le rejet de l'idolâtrie, c'est-à-dire non seulement le rejet des statues, mais plus profondément... Du polythéisme ? Oui, et même le rejet de réduire Dieu à une représentation. Quelle que soit cette représentation, ça peut même être un concept, une définition, une définition mentale. Bon. Et le refus aussi du politique. Abraham, c'est l'homme qui quitte sa terre natale, qui quitte la cité, qui quitte les villes et qui va vivre en nomade, avec sa tente ouverte à tout le monde, avec un principe d'hospitalité inconditionnelle, double rejet. Et évidemment, à partir du moment où la religion devient non plus l'affaire d'une famille, ou d'une petite tribu, ou d'une petite secte, mais d'un peuple, c'est-à-dire à partir de l'Exode, eh bien il y a nécessité d'une deuxième fondation politique, qui passe par Moïse. Et en fait, j'ai écrit ce texte pour défendre la thèse selon laquelle Moïse et Abraham sont deux individus complètement contraires. Pour le dire en radicalisant, Moïse a trahi l'héritage d'Abraham pour le réaliser. Puisque précisément, Moïse, évidemment, il réalise l'héritage d'Abraham, puisqu'il transforme ce qui était le monothéisme d'une petite famille en une affaire nationale. Mais pour le réaliser, il est obligé de le trahir, en ce sens qu'il est obligé, de réintroduire du politique, c'est un chef politique, Moïse avant tout, et deuxièmement, et c'était ma thèse, de réintroduire aussi une dose d'idolâtrie, c'est-à-dire de superstition, c'est-à-dire de croyances un peu bigotes, c'est-à-dire de représentation de Dieu. Dieu change à partir de l'Exode. Dans la Genèse, Dieu est caché, Dieu est discret, Dieu fait très peu de miracles. À partir de l'Exode, Dieu se révèle par 2 fois à Moïse, et puis il est omniprésent dans sa présence comme presque entre guillemets idolâtrique. C'était ma thèse. Et au-delà du judaïsme, ma thèse était que toute religion a nécessairement 2 faces
deux schèmes qui sont incompatibles, ou en tout cas qui sont opposés, qui sont en tension, le schème spirituel et le schème politique. Et je crois qu'on peut appliquer ça aussi entre le Christ et Saint Paul. Et je crois qu'on peut appliquer ça à l'intérieur du Coran, c'est les travaux de Mahmoud Mohamed Taha, entre le message de Médine et le message de la Mecque. Et je trouve ça très intéressant, dans un siècle où on parle beaucoup de religion, que de rappeler que les religions ne sont pas des projets monolithiques, mais qu'elles sont toujours traversées, toutes, par une contradiction interne et par une sorte de conflictualité intime. D'autant qu'elles sont écrites, évidemment, les textes fondateurs en sont écrits très après coup, évidemment, donc forcément, ça permet aux rédacteurs de l'époque, quels qu'ils soient, de réinterpréter, de mythifier, de changer, d'inventer, etc., puisque nous, on travaille sur des textes qui nous ont été légués, les textes sacrés, mais évidemment, on n'en sait pas beaucoup sur leurs rédacteurs, leur rédaction, la façon dont ça s'est fait, etc. Donc, vous parliez tout à l'heure de votre enfance, ça a donné le récit en a donné un autre livre. Effectivement, vous auriez dû être rabbin. Exactement. Si on schématise. Oui. Vous avez failli, vous auriez dû être rabbin. Dieu est voulu. Et donc, donc à la base, vous êtes d'une famille juive séfarade, pas spécialement pieuse. Normale, pas orthodoxe. Pas orthodoxe, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas une famille ni intégriste, on vous contraint à rien, etc. Oui. Et donc, paradoxalement... Et donc, ma famille, quand même si elle n'est pas orthodoxe, est d'une part ce qu'on pourrait appeler traditionnaliste plus, mais surtout très investie dans l'étude de la Bible, dans l'étude du Talmud, et j'ai eu la chance de baigner, vraiment la chance, même si je me suis éloigné de la religion, la chance de baigner là-dedans pendant mon enfance, pendant mon adolescence, et je m'y suis baigné avec vraiment passion, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de découvrir la vie à travers le prisme des livres, que les livres sont d'ailleurs souvent plus riches que la vie, et qu'ils l'ouvrent, qu'ils l'éclairent. Bon, et ça m'a vraiment passionné, et je voulais devenir rabbin, j'étais moi-même beaucoup plus pratiquant que mes parents pendant toute mon adolescence et mon enfance. Vous leur cassez les pieds même. Je leur ai bien cassé les pieds, mais j'espère continuer de casser les pieds à mon entourage un petit peu. Oui. Et je m'en suis éloigné juste avant en fait, de commencer ce qui aurait dû être des études rabbiniques, parce que je dirais que j'aime pas l'expression perdre la foi, elle est un peu trop simple, mais en tout cas que j'ai cessé d'y croire, que j'ai cessé d'y adhérer, et que j'ai eu l'impression qu'il y avait dans ce qu'on appelle la vie religieuse, qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre, sinon d'une grande mystification, du moins d'un besoin éperdu d'habiter dans un monde auquel on donne un sens, tout en faisant semblant que c'est pas nous qui lui avons donné du sens, mais que c'est un sens qui est tombé du ciel et qui nous est révélé et qui nous est rentré dedans. Et cette part de doute qui, je crois, habite tous les croyants, parce que je continue d'avoir beaucoup de respect pour la religion, et je crois que les grands croyants sont des gens qui doutent aussi énormément. Tout en ayant une certitude, mais effectivement, il y a toute une part de doute, bien Exactement. Sûr. Et toute la question est de savoir ce qu'un croyant fait du doute et de l'arrivée du doute dans sa vie de croyant. Pour ma part, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai vécue radicalement, et je me suis dit, je n'arriverai pas à faire semblant, à faire les choses à moitié, à tricher, à prier sans y croire, à pratiquer sans y adhérer, etc. Et donc j'ai pris des distances totales avec la religion, et ensuite je suis rentré avec bonheur et ferveur presque dans la philosophie et dans la littérature. On va en parler. Ouais. Donc ça, ce récit-là de la façon dont vous avez failli être rabbin puis perdu la foi avec tous les guillemets que vous voulez, ça a donné Penser contre soi-même, qui est paru chez Albin en 2024, et qui est un livre assez stupéfiant, parce que moi je me souviens à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est la détermination de ce gamin. Puisque vous êtes tout petit à l'origine quand vous entrez dans ce processus qui aurait dû vous mener, ou qui aurait pu vous mener au rabbinat, et la façon dont ce môme essaie de trouver une synagogue plus intégriste, plus pieuse que celle qui est près de chez lui, etc., qui casse les pieds au rabbin pour en savoir plus, c'est assez impressionnant, et c'est très drôle en même temps. Oui, c'est vrai que il y a quelque chose que j'avais quand j'étais enfant et que j'espère avoir toujours et que j'espère continuer d'avoir plus tard, c'est une forme de radicalité, c'est-à-dire de ne pas faire du tout de distinction entre ce qu'on pense, ce en quoi on croit, sa vision du monde, sa théorie entre guillemets, et la vie réelle,
la manière dont on vit ce qu'on pense. Je crois que trop souvent, on a une vision intellectualiste de la philosophie, intellectualiste de la vie, où on se dit on peut avoir des grands principes qu'on ne va pas mettre en application, il y a une contradiction totale entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, et c'est pas grave. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la religion, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu passionnément, qui y croient, mais qui n'ont pas une vie religieuse extrêmement intense et qui ont une vie plutôt folklorique ou traditionnelle, c'est-à-dire ils vont pratiquer ou aller à l'église parce que leurs parents y allaient, ils vont y aller juste pour les grandes occasions, mais sinon la vie ne suit pas ce qui est de l'ordre de la croyance. Il me semble que c'est absurde et que c'est impossible. Si on estime qu'on a envie de croire en Dieu, qu'on croit en Dieu, que ce Dieu est, par exemple dans le cas du judaïsme, celui qui a écrit l'Ancien Testament, celui qui nous a donné l'Ancien Testament, que cet Ancien Testament regorge de lois, c'est très très difficile d'avoir une sorte de schizophrénie, de dire une partie de mon cerveau dit je crois en Dieu, je crois qu'il existe et qu'il m'a donné cette loi, et puis ma vie, mon corps ne suit pas et dit non, je ne vais pas la pratiquer, je vais la pratiquer à moitié. Je crois que ça marche pour toutes les religions. Et à l'inverse, si on estime qu'on n'a pas envie, c'est pas une question d'envie, mais qu'on n'adhère plus, qu'on laisse le doute prendre plus de place que la croyance, qu'on n'adhère plus à cela, à quoi bon faire semblant et continuer de pratiquer uniquement le dimanche ou le samedi pour les juifs? Je crois qu'il y a une forme de radicalité qui est nécessaire aussi bien en matière de religion qu'en matière d'éthique, qu'en matière de philosophie. Et rien n'est plus agaçant que quelqu'un qui va professer certaines choses et qui, dans sa vie quotidienne, dans sa vie pratique, va faire exactement l'inverse. Radicalité ou je dirais plutôt cohérence. Oui, il faut une cohérence entre les croyances, la pratique, la vie concrète, si possible la façon de pratiquer les valeurs, etc., etc. Ce qui ne marche pas à tous les coups, évidemment. Oui, exactement. Et c'est en cela, je crois, que la philosophie n'est pas un métier et que la littérature non plus n'est pas un métier. Un métier, c'est précisément une activité qui va nous représenter uniquement pendant le temps de travail. Après, on rentre à la maison, on va dîner, on va voir des amis, on va boire un verre, on va séduire quelqu'un, être amoureux, etc. Tout ça n'est plus dans le cadre du métier. Quand on est écrivain ou quand on fait de la philosophie, eh bien, on en fait à chaque instant de sa vie, à partir de chaque expérience de sa vie. Et donc, ce sont deux activités qui ne se pratiquent pas exclusivement, ni en bibliothèque, ni dans un bureau, ni... Yann Moix disait de façon ironique qu'il faudrait fusiller tout écrivain qui prétend avoir un bureau. C'était une blague, mais il y avait quelque chose, je crois, d'assez vrai là-dedans, c'est-à-dire que le bureau de l'écrivain ou le bureau du philosophe, c'est la vie, dans sa globalité. C'est le rapport à l'amour, c'est le rapport au désir, c'est le rapport à la religion, c'est le rapport à la mort, c'est le rapport à ses amis, c'est le rapport à ses parents, c'est le rapport à l'actualité, c'est le rapport à la politique, etc., etc. Tout cela forme un tout qui ne peut pas être divisé et compartimenté. On n'arrête pas de philosopher. On n'arrête jamais de philosopher. Et je crois que si on estime, ce qui est mon cas, qu'on pense avec son corps, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas une entité à part, que l'âme n'est pas une substance qui serait complètement hermétique, autonome, séparée de la chair, et que la chair, à l'inverse, n'est pas du tout le tombeau du corps comme le croyait Platon, mais qu'elle est son lieu, et que n'est pas du tout, le tombeau de l'esprit, mais qu'elle est son lieu, et que l'esprit n'est rien d'autre que ce qui se joue dans notre vie corporelle, et le phénomène de cette vie corporelle, eh bien, on fait de la philosophie et de la littérature, certes avec des idées, certes avec des concepts, certes avec des grandes questions métaphysiques, mais aussi avec des affects, mais aussi avec des désirs, mais aussi avec des pulsions, des instincts, des rencontres, des hasards, des contingences, des aléas, des joies, des tristesses, des angoisses. Tout ceci forme un tout qui, à mon avis, ne peut pas être séparé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le grand bonheur de me consacrer à la fois à la philosophie et à la littérature, d'écrire à la fois tantôt des essais philosophiques et tantôt des romans, sans y voir une vraie séparation, même si évidemment mes romans ne sont pas des essais et réciproquement, mais je crois que tout cela forme un tout, et que la littérature pense, et que la philosophie se doit d'être littéraire et d'être incarnée. Oui, chez vous, même dans les fictions, il y a toujours une espèce de, pas d'arrière-plan, mais de préoccupation effectivement philosophique, sociétale, morale, politique, etc., etc. C'est jamais pour l'instant, du roman 100% romanesque, je dirais, avec une invention totale, etc. On va en parler tout à l'heure. Alors, effectivement, nos auditeurs l'auront compris, vous êtes devenu philosophe. Après cette rupture avec votre religion d'origine et le fait de ne pas être devenu rabbin, vous avez fait de la philo. Vous avez fait de la philo, donc vous êtes normalien, agrégé de philo. Exactement, oui. Tout ça, rapide, brillant sujet. Et en philo, vous aviez une spécialité ?
En philosophie, alors vous avez une spécialité? Quand j'étais à l'ENS, je travaillais beaucoup sur Heidegger, en phénoménologie. Avec une petite bande de copains, on avait fondé un séminaire d'élèves, toutes les semaines, séminaire Heidegger, où nous commentions pendant 4 ans, religieusement, un seul livre de Heidegger, Être étant. Pendant 4 ans, chaque semaine, 2 heures par semaine, et nous commentions chaque séance peut-être quelque chose comme une page. Et on le lisait vraiment à la loupe, de façon assez talmudique d'ailleurs, et c'était passionnant. Donc je viens entre guillemets de la phénoménologie, et après j'ai consacré ma thèse à la question précisément des rapports corps-esprit, ou plus précisément de cette idée de l'incarnation de l'esprit, et plus précisément à un courant contemporain qui est méconnu en France, qui est à peine traduit, mais qui est à mon avis déterminant. Et ce sont des philosophes d'Amérique du Sud ou des États-Unis qui ont forgé le courant de l'embodied mind, de l'esprit incarné. Et en fait, en philosophie de l'esprit, après avoir eu beaucoup de tendances qui étaient dominées par le paradigme de l'intelligence artificielle, donc un esprit qui était un peu comme un ordinateur qu'on pouvait implémenter, etc., couper, ce sont des philosophes et des chercheurs et des scientifiques qui disent que l'esprit doit être trouvé avant tout dans la biologie, c'est-à-dire dans l'expression du vivant. Et que entre la vie et l'esprit, entre mind et life, il y a une continuité totale, et que donc, en ce sens, il faut resituer l'esprit dans sa base de vie dont il est l'expression, et ça c'était le sujet de ma thèse. Ça marcherait aussi dans les sagesses orientales. Exactement. Et alors, ce que vous dites est très important, parce que le fondateur de ce courant, qui s'appelait Francisco Varela, estimait justement que le grand tort de la philosophie occidentale, à quelques exceptions près bien sûr, était d'être passé complètement à côté de cette véritable source d'incarnation, d'avoir voulu aussi se cristalliser sur l'idée d'un moi-substance, et il en appelait à revenir à l'étude des philosophies orientales. Mais Heidegger lui-même, à la fin de sa vie, disait il y a quelque chose d'incomplet, d'obstrué dans la pensée européenne occidentale, et il a construit plusieurs fois des dialogues avec les pensées asiatiques, parce qu'elles sont tout aussi plurielles que les pensées occidentales. Oui, et non seulement elles sont plurielles, mais elles ne sont pas forcément d'accord entre elles non plus. On ne va pas rentrer dans les courants et les sous-courants du bouddhisme, par exemple, mais en tout cas, c'est très intéressant, parce que cette intellectualisation occidentale, effectivement, est complètement étrangère aux religions ou aux sagesses asiatiques. Je pense à l'hindouisme, évidemment, où le corps est complètement consubstantiel à l'esprit, à la philosophie, à la religion, et c'est absolument insécable chez eux. Vous avez totalement raison. Oui. Vous nous avez apporté un peu de musique. On va écouter, comme d'habitude, 2 morceaux. On va commencer par un morceau de Bach. C'est quoi ce que vous avez choisi exactement? C'était l'art de la fugue. Voilà, alors dans l'art de la fugue étant quelque chose de très long, long et complexe, on a choisi un extrait. Donc on va écouter un morceau de l'art de la fugue, et ensuite vous nous expliquerez ce choix de Bach dans cette émission. À tout de suite.
Eh bien, retour avec Nathan Dever dans cette conversation littéraire. Après cet extrait de l'Art de la fugue de Bach, ça envoie du lourd, j'allais dire. C'est Un extraordinaire. un peu trivialement. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi tout ça? J'ai une passion folle, vraiment folle pour Bach. Tous les matins, c'est un peu ma gymnastique. Alors là, je vais faire le des contraire de ce que vocalises. je vous disais tout à l'heure du côté intellectualiste, anti-intellectualiste, mais tous les matins, écouter 1 heure de Bach, et particulièrement l'Art de la fugue, c'est, je trouve, une gymnastique de l'esprit. Il n'y a rien de plus intelligent, il n'y a rien de plus profond que la musique de Bach. Cet idéal de rigueur mathématique, architecturale, du contrepoint maîtrisé parfaitement, d'une musique qui est véritablement le comble de l'abstraction, vraiment mathématique, parce que Bach était quelqu'un d'incroyablement rigoureux. Ça, c'est premièrement, c'est ce que je disais, la dimension de gymnastique intellectuelle à l'écouter. Et de gymnastique des doigts pour le clavecинiste, oui. c'est dingue. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais derrière, l'émotion qui émane de Bach est absolument unique. Et c'est pour ça, les contempteurs de Bach, et surtout de ces œuvres qui peuvent sembler un peu arides, comme l'Art de la fugue, l'Offrande musicale, les variations Goldberg, etc., je crois n'ont rien compris au fait que l'émotion jaillit de la rigueur. Et alors il y a des musiciens qui sont... Il y a un morceau très 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 drôle de Glenn Gould qui s'appelle So You Want to Write a Fugue, où en fait il part d'une fugue de Bach, contrepoint maîtrisé parfait, et il montre toute la détérioration ensuite de la musique jusqu'au romantique, avec une sorte de musique dégoulinante de pathos, c'est une émotion qui jaillit, qui crie, etc. Bach, c'est l'inverse. C'est une émotion dans la pudeur, c'est une émotion dans la retenue, c'est une émotion dans la maîtrise du support artistique. Et c'est pourquoi, je crois, Bach est véritablement de très très loin supérieur à Beethoven, supérieur aussi à Mozart, à part quelques œuvres qui sont vraiment intéressantes, et supérieures en fait à tout. Mais je suis religieux de Bach, je ne suis, oui, j'ai je suis l'impression, jugé alors parti. là, vous êtes fervent. Et par ailleurs, c'était un type absolument passionnant. Bon, on a beaucoup romancé la vie de Mozart avec le film Amadeus, bon, mais Bach a fait de la prison, Bach a eu des histoires amoureuses très intéressantes. Oui, c'est pas du tout cette espèce d'intellectuel non, pas qu'on du tout. voit, qu'on tente de deviner dans sa musique, effectivement très rigoureuse, très mathématique, et qui a inspiré des gens aussi intello que Satie, etc. Mais Satie avait aussi un corps, et Satie avait aussi une histoire. Et c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, on a retenu la leçon, 1 heure de Bach chaque matin, avant de partir au travail ou de commencer à philosopher, c'est pas mal. Donc, et merci parce que j'ai pas pu la faire ce matin, ma gymnastique de Bach, et grâce à vous, voilà. On n'a pas 1 heure, hélas, on n'a pas 1 heure de musique, on a quelques mots à mettre dessus. Continuons un peu cette balade dans votre parcours, Nathan Dever. Il y a un livre, moi, le livre par lequel je vous ai connu, si j'ose dire, c'était le livre sur le tabac, espace fumeur, chez Grasset en 2021. C'était un peu un pied de nez à la société contemporaine. Avec ses interdits et ses interdictions. C'était une entrée en matière assez iconoclaste. Vous aimez bien ça? Oui, et je crois qu'il y a quelque chose dans la condition des fumeurs qui est vraiment passionnant. Parce qu'en fait, je suis jugé parti, comme pour Bach, je suis un immense fumeur, un très très grand fumeur, et je le fais avec bonheur et plaisir et assez peu de culpabilité. Mais en fait, la cigarette, c'est la seule drogue qui ne procure aucune ivresse. L'alcool, évidemment, mais dans des états seconds, les substances illégales, illicites aussi. La cigarette, non. Je crois que c'est pour ça que la cigarette rend fou la modernité. La modernité arrive. Vous savez, c'est comme à New York, ou paraît-il à Los Angeles, où je suis jamais allé, mais une fois quand j'étais allé à New York, d'ailleurs mon livre Espace fumeur se finissait comme ça, j'étais frappé par le fait que dans les rues, il y a des espaces fumeurs dans les rues. On n'a plus le droit de fumer. Et quand on fume, on est perçu vraiment comme quelqu'un de sale. Oui, comme dans les aéroports où c'est vraiment l'endroit le plus moche, une espèce de cage à poissons sans eau, oui. Sans lumière, avec juste une ampoule qui pendouille. Enfin, c'est la punition. Oui, c'est la punition. Et on est vraiment... C'est dissuasif. Enfin, c'est fait pour être dissuasif. Et le regard des gens dans la société américaine est vraiment méprisant envers les fumeurs. C'était comme cette phrase de Benjamin Griveaux en 2017 quand il avait dit on n'aime pas les gens qui roulent au diesel et qui fument des clopes. C'était un peu une vision américaine des choses. En revanche, aux États-Unis, vous pouvez vous droguer, vous pouvez boire tout ce que vous voulez, vous ne serez pas mal perçu. Je crois que ce qui est détesté en fait, c'est cette idée que la cigarette est une drogue inutile. Mais pourquoi tu fumes? Ça sert à rien.
L'alcool, c'est pas vu ainsi, les drogues non plus. C'est étonnant parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais môme, c'était plutôt prestigieux d'une certaine façon. D'ailleurs, il y a toute une mythologie américaine. Avant d'avoir démythifié, ils ont mythifié. Genre le fameux cow-boy Marlboro, etc. Le tabac jouait un rôle très... On n'imagine pas Humphrey Bogart sans sa clope au coin de la bouche, etc., etc. Après avoir mythifié, encensé, créé cette mythologie quasiment du tabac, ils ont été les premiers, on sait que c'est un peuple extrême, ils ont été les premiers à brûler ce qu'ils avaient adoré. Vous avez tout à fait raison, et je pense que les deux mythes doivent être critiqués. Évidemment, le mythe positif sur le tabac, d'abord reposait sur un mensonge, parce que les publicitaires américains ont demandé à des médecins, en les payant grassement, de raconter absolument n'importe quoi, que c'était bon pour la santé, que c'était formidable, que c'était bon pour le petit déjeuner, le matin, le soir. Bon. Et donc, c'était un mythe criminel, c'était un mythe qui incarnait aussi le pire du capitalisme américain, il faut le critiquer. Je pense qu'en revanche, le mythe moderne, non pas, je ne parle pas de la prévention, je ne parle pas de rappeler les dangers du tabac, je ne suis pas dans un discours anti-scientifique, mais le mythe moderne, selon lequel le tabac est la chose la plus grave qui doit être rayée de l'espace public. On a quand même des dirigeants aujourd'hui qui nous disent qu'il faudra en 2032 avoir une génération sans tabac en France. On a des dirigeants qui, l'été dernier, ont interdit la consommation de tabac sur les plages. L'alcool n'est pas interdit sur les plages. On a des portraits de Malraux. On lui a enlevé sa clope. La cigarette a été retirée, je crois, sur des timbres ou je ne sais plus où. Je crois que ce mythe-là est tout aussi dangereux. Ou en tout cas, il a lui aussi quelque chose qui est profondément gênant. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a non seulement le désir de protéger la santé publique des habitants, et ça c'est évidemment sain, non seulement le désir de prévenir l'individu en lui disant attention, la cigarette c'est extrêmement dangereux, ça rend très addict et on va t'aider à ne pas être trop dépendant si tu le souhaites, mais il y a aussi quelque chose de coercitif qui est une incitation faite à l'individu, tu es obligé d'être en bonne santé, que tu le veuilles ou non, ce qu'il y a ce que Foucault appelait une biopolitique. C'est faire le bonheur des gens malgré eux d'une certaine façon. Et décider à la place des gens ce qui est leur intérêt. Et je suis désolé, mais pour le coup c'est Deleuze qui disait ça. Alors Deleuze, il était à la fois grand fumeur et grand alcoolique, et il disait, mais moi j'ai toujours bu énormément et fumé beaucoup, parce que je pense que quand on est un travailleur, un grand travailleur, parler de l'écriture, on doit toujours sacrifier quelque chose de soi-même. Il y a des gens, et l'exemple des écrivains, l'exemple des artistes, mais c'est valable en fait au-delà, qui disent, d'accord, je sais les dangers, mais j'estime qu'il y a des choses plus importantes que être centenaire. Par exemple, écrire un livre, je peux estimer que c'est la création va dépasser la santé vue comme une préservation du bien-être du corps. Et puis on peut prendre d'autres exemples, des gens qui sont sortis d'une rupture amoureuse, qui ont eu besoin de passer par le tabac, des gens qui ont préparé un examen, qui ont eu besoin de passer par le tabac, etc. etc. Ce que je veux dire, c'est que cette situation consistant à dire nous devons purifier l'espace public du tabac, est dangereuse. La purification est toujours dangereuse. Oui, c'est clair. Je pensais à deux choses en vous écoutant. Aux États-Unis, dont on parlait à l'instant, effectivement, le tabac est pourchassé, mais la publicité pour le tabac est autorisée, est légale. Il y a des journaux qui, même spécialisés en cigares, par exemple, qui croulent sous la publicité, alors qu'elle est interdite en France pour le tabac. Et deuxièmement, je pensais, dans les ambiguïtés, à la façon dont l'État gère les jeux d'argent en France, la Française des Jeux, où à la fois on fait tout pour faire jouer les gens parce que ça rapporte des milliards à l'État, et en même temps on leur fournit des psychologues pour leur expliquer que l'addiction au jeu est dangereuse et que s'ils veulent se faire aider d'avoir gagné, ils peuvent le faire. Je trouve ça d'une indécence, j'allais dire, totale. Oui, vous avez totalement raison. Et on pourrait, alors je connais moins l'univers des jeux, mais on pourrait aussi, sur ce genre d'hypocrisie, relever la question des drogues, des vraies drogues. Parce que d'une part, l'État pratique aujourd'hui une prohibition totale. Dans l'histoire des prohibitions, quel que soit l'objet prohibé, enfin la substance prohibée, ça n'a jamais marché une prohibition. À part la méthode appliquée aux Philippines consistant à tirer directement et à tuer les consommateurs de drogue. Mais à part ça, ça ne peut pas fonctionner une prohibition. Donc l'État pratique la prohibition et s'étonne ensuite qu'il y ait des trafics illégaux qui sont par nature des trafics criminels. Je crois, tout en ayant conscience que nous vivons dans un pays où il y a 2 millions de consommateurs très très réguliers
juste de cannabis par exemple. Donc là, il y a, je crois, une hypocrisie totale entre une société qui est vraiment contaminée par la drogue, enfin, ou en tout cas où la drogue est extrêmement présente. Hélas, on en voit tous les jours, Oui. des règlements de compte, etc. Ça se vulgarise, si j'ose dire, de manière exponentielle. Bien sûr, et dans toutes les classes sociales. Et même dans la classe politique, il y a une consommation de drogue, tout le monde le sait, qui peut être importante On ne dira pour pas de certaines non. personnes. On ne va pas dire de non, bien sûr, mais chacun peut imaginer les siens. Et une classe et en même temps, une interdiction officielle dont tout le monde sait qu'elle n'a pas de sens, qu'elle ne peut pas être réalisée, et qu'elle a en plus des effets contre-productifs. Donc sur la question des jeux, du tabac et des drogues, je crois que nous sommes d'accord pour relever cette contradiction dans l'attitude de l'État. Oui. Cela dit, c'est difficile de légiférer, c'est difficile de réglementer, d'avoir une politique cohérente. Mais c'est vrai que parfois c'est pas très au point. Comment avez-vous commencé de manière romanesque votre écriture? Parce que là, on parle de sujets sociétaux, d'essais, etc., de philo. Comment êtes-vous entré dans le roman, j'allais dire, comme on entre en religion, d'une certaine façon? Je dirais qu'un roman, quel qu'il soit, il est là pour poser des questions. Ou plutôt, il vient du fait qu'on est paumé face à la complexité de la vie, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand on maîtrise un sujet, on peut écrire un article dans le journal, on a une vision des choses, on va la déployer, on peut faire une théorie, les choses sont claires. En tout cas, pour ma part, ce qui a fait que j'ai ressenti le besoin, l'envie d'écrire des romans, c'est chaque fois le sentiment qu'il y avait une part d'angoisse en moi ou de zone non maîtrisée. Alors mon tout premier roman qui s'appelait Ciel et Terre, c'était sur la question de la mort. Et bon, je sortais de la religion. Je me disais quel est le sens de la vie dans un monde sans Dieu, quel est le sens de la mort dans un monde sans Dieu. Et un jour, en visitant un cimetière, je me suis dit mais en fait, si on ne croit plus en Dieu, la seule chose qui reste après nous, c'est ça. Ce sont des tombes. C'était une vision d'horreur et surtout d'angoisse et surtout de quelque chose là que je ne maîtrisais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le contraire d'une situation où on est confortable vis-à-vis de soi-même. Et donc j'ai écrit ce premier roman. Mon deuxième. Là, on est en 2020. Vous étiez tout petit encore. Exactement. Et par définition, je connaissais rien à la mort. Mais c'était justement pour ça que ça m'inquiétait. Et donc, ce qui fait que j'éprouve le besoin d'écrire des romans, c'est ça. Et c'est pas ensuite pour clarifier, ce n'est pas pour liquider la part de doute ou la part d'angoisse quand j'écris, mais c'est pour la développer. Et il n'y a rien qui me plaît plus quand je rencontre des lecteurs ou des lectrices que de voir que vraiment chacun a une interprétation complètement différente de mon roman. Il m'est arrivé une fois d'écrire Les liens artificiels, un roman sur les écrans, et alors parfois, quand je faisais des présentations, les lecteurs venaient me voir en me disant « Ah, votre roman, vous avez vraiment critiqué les écrans, on voit que vous détestez ça, hein, on voit que vous êtes technophobe, peut-être un petit côté réactionnaire, hein, vous avez vraiment montré l'horreur des écrans. » Alors comme je peux avoir... Je disais oui, mais après, la personne d'après me disait... Ah, vous avez vraiment rendu un hommage aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc. On voit que vous êtes un geek, ça vous plaît, c'est marrant. Et je disais oui aussi. Mais c'est ça qui est intéressant. Et j'espère que mon prochain roman, certains pourront y voir une lecture de gauche, d'autres pourront y voir un roman de droite, et que en fait tout le monde aura peut-être raison, parce que le roman appartient à ses lecteurs. Et en fait, quand je lis un roman en tant que lecteur, je n'aime pas que l'auteur me dise la lecture que je dois en avoir. Vous impose Bien un sûr, choix. Nous impose une théorie, nous impose une vision des choses. Les romans sont par nature ouverts. Il y a un livre qui est extraordinaire de Umberto Eco qui s'appelle Opera aperta, l'œuvre ouverte, où il théorise cela. Il dit un livre, une œuvre, est par nature toujours inachevée. Parce que l'artiste crée à moitié, mais une fois que l'œuvre est finie, elle lui échappe et elle va à son destinataire. Ça peut être un lecteur, ça peut être un spectateur pour un film, ça peut être etc. Et le destinataire participe à la création de l'œuvre. Lire un livre, c'est pas quelque chose de passif. Non, mais ça peut être un peu agaçant pour l'auteur quand vous parliez de réaction de lecteur qui vous explique, parce que vous avez quand même une idée à la tête et une pensée par rapport à vos sujets, et voir que le lecteur est parti exactement dans la direction contraire, ça doit vous énerver, non ? Justement, non, parce que pas. Et j'espère ne pas avoir de... Je ne crois pas que quand on écrive un roman, il faille avoir une vision de l'interprétation de son roman. Non, en revanche, vous créez un personnage, par exemple, vous savez bien
si au final vous le faites sympathique ou pas sympathique, vous lui faites réussir quelque chose, vous le laissez en vie, vous le faites mourir, etc. Il y a quand même un pouvoir de l'auteur sur sa création. Vous avez tout à fait raison, mais pour le dire autrement, on vit de plus en plus dans l'époque des pitchs. On doit toujours tout pitcher. Donc un roman, un film, une œuvre d'art, un livre, un essai, on doit le résumer comme un menu dans un restaurant, un petit résumé qu'on va pouvoir expliquer en 1 minute 30. Et qui, si possible, fasse envie. Exactement. Moi, je ne pense pas qu'un roman soit contenable dans un pitch. Je pense que précisément, ce qui fait un roman, c'est ce qui ne s'explique pas en 3 minutes, c'est ce qui ne se résume pas. Savoir si un personnage est sympathique ou antipathique, je suis désolé, mais je pense que ce n'est pas l'enjeu d'un roman. Parce que précisément, les personnages ont une vie propre, une part de densité, une part d'ambiguïté. Alors, si l'intelligence artificielle écrivait des romans, peut-être qu'elle ferait un personnage sympathique, antipathique, ceci, cela, qui serait juste des applications de caractère. Ce qui fait la densité d'un personnage, c'est qu'il n'est réductible à aucun résumé, je l'espère. Oui, il y a quand même quelques salauds, il y a quand même quelques héros positifs dans la littérature. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, souvent quand même, c'est de voir que par exemple, quand il y a un roman qu'on aime beaucoup, qui est adapté au cinéma, et qu'on voit que Madame Bovary va avoir un visage, qu'on voit que les personnages du temps retrouvé vont s'incarner, que la petite phrase de Vinteuil dans Proust est vraiment mise à l'écran. Et devient une musique. Et devient une vraie musique. Il y a toujours une part de frustration. C'est clair. Même si le film est formidable, ils ne le sont pas toujours, mais même quand le film est formidable, on se dit, le personnage, non seulement je ne l'imaginais pas ainsi, mais je ne voulais pas l'imaginer. Je ne voulais pas avoir une image parce que précise là, c'est de lui. réducteur. Oui. C'est réducteur et ça impose effectivement au lecteur une physionomie du héros, un caractère, du gentil, du méchant. S'il aime l'acteur, il va s'identifier au personnage. S'il le déteste, c'est l'inverse, etc. Effectivement, là, l'adaptation, c'est encore un sujet particulier. Nathan Dever, on va marquer une deuxième pause musicale. Avec quelque chose de radicalement différent. On était chez Bach, quoique. Nous voilà chez Pink Floyd. Oui. Ça va faire très plaisir à notre directeur de la station, qui est le fan numéro 1 de Pink Floyd de ce côté-ci de la Manche. Vous avez choisi Shine on You Crazy Diamond, de l'album Wish You Were Here, un des plus beaux albums de Pink Floyd. Vous avez choisi ce morceau, je crois, parce qu'il en est question dans votre livre. Vous nous en dites un petit mot avant qu'on écoute le morceau ? On n'a pris qu'un extrait parce que ça dure 11 minutes 30. Il y a des longs instrumentaux. On n'a pris que le cœur de la chanson quand ça chante. Nous passons du matin au soir, parce que je dirais que là, c'est un morceau plus du soir, d'esprit qui se laisse complètement aller, et qui perd au contraire toute sa rigueur, toute sa géométrie, pour inventer des formes nouvelles et se laisser complètement presque désindividuer. Et en fait, je connais pas très très bien Pink Floyd, mais ma narratrice dans mon roman, qui est une femme un peu en burn-out, en surchauffe, etc. Dans un instant. Tous les soirs, ou très souvent le soir, en fumant un joint, elle écoute ce morceau de Pink Floyd et elle a l'impression que son esprit se dissout, que des formes géométriques apparaissent, disparaissent, se construisent, se déconstruisent, et qu'en fait elle est en train de revenir en un sens à une forme d'unité primitive de la nature, qu'elle cesse de s'appartenir et qu'elle s'échappe de la modernité et du réel. Shine on You Crazy Diamond. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky.
Magnifique morceau des Pink Floyd, Nathan Dever. Merci de cette opportunité qui nous est donnée. On est tout content ici. Et merveilleux saxophone. Et effectivement, le mot est un peu vulgaire, mais musique planante, complètement. Musique complètement planante. Planante et aussi, j'allais dire, presque aquatique. On comprend pourquoi votre héroïne se détend, se dilue dans ces nappes de synthétiseurs et de saxophone. Bon choix. Oui, musique aquatique ou aérienne avec comme un peu des nuages qui forment les formes éphémères des nuages qui s'évaporent avec des figures autres qui se créent. L'art a deux choix, ou bien créer de l'ordre, ou bien rappeler l'homme à son désordre. Et je crois que ce morceau, c'est l'inverse. En plus, c'est un hommage à Sydney Barrett, qui était donc le fondateur des Pink Floyd, qui est devenu assez vite fou à cause des substances illicites dont il abusait. Et donc, c'était celui de Wish You Were Here aussi. On souhaiterait que tu sois là, Syd Barrett, mais il était cramé. Donc, c'est un morceau très, très émouvant et très nostalgique aussi de Pink Floyd. Alors, entrons dans ce nouveau roman qui s'appelle Surchauffe. Voilà un titre bien choisi pour notre époque, à la fois climatiquement, économiquement, politiquement, militairement. Donc on est entré dans un moment de surchauffe, Kali Yuga, disent les hindous, moment de surchauffe. Et donc vous situez votre roman au cœur de ce monde d'une manière assez particulière. Alors on ne va pas tout spoiler, comme on dit aujourd'hui, pour nos auditeurs, mais il faut quand même donner quelques éléments. Dans quel monde, quel personnage et quelle intrigue particulière? Alors je peux vous raconter comment je me suis rentré dans mon personnage. Par exemple. Puis on va parler des Andaman, comptez sur moi. Avec plaisir. On parle beaucoup aujourd'hui de réchauffement climatique, de surchauffe littérale de la planète. Je pense que c'est une erreur de faire commencer le problème là, que notre monde moderne est en surchauffe avant même la question du climat. Il y a quelque chose en lui qui brûle. Depuis l'ère industrielle, en fait. Alors bien sûr, et peut-être même avant, peut-être en tout cas dans le processus même de la fabrication du monde, c'est-à-dire de l'aménagement de la Terre en un territoire où l'homme serait à sa place. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Place centrale, place directrice, qui façonne l'univers. Exactement, et place maîtrisée. Et alors, dans mon cas, moi, j'ai fait une expérience assez banale, un Français sur 5, je crois, est passé par là, qui est de faire un burn-out. Je n'aime pas l'expression burn-out, parce que quand on en fait, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un problème soi-même. On n'a pas l'impression que c'est moi qui brûle. On a l'impression, au contraire, que c'est l'univers qui nous entoure. Le monde du travail, le monde des urgences permanentes, le monde des téléphones qui vibrent en permanence pour nous casser les pieds, pour nous interrompre, pour nous vider de nous-mêmes, le monde de l'information qui est en train de nous saturer. Bref, le monde qui est toxique, le monde qui nous harcèle, le monde qui se consume. Et donc, quand je suis rentré dans ce roman, c'était précisément ça ce que je voulais exprimer. Et ma narratrice... Ça part donc d'un personnage, une narratrice... Exactement, qui s'appelle Jade, qui travaille dans un groupe d'hôtellerie, donc un groupe très important, français, avec des hôtels dans le monde entier. On voit bien le genre, on voit bien le genre, on ne va pas citer de marque, mais on les imagine. Et qui a un poste très important, qui passe son temps à voyager de partout, à se réveiller à Dublin, 2 jours plus tard aller à Rome, etc., et qui est donc complètement déracinée, complètement vidée d'elle-même, qui gagne certes beaucoup d'argent et qui a certes pas mal de pouvoir, mais qui, plus elle monte
dans les échelons de son entreprise, plus elle a l'impression de devenir quelqu'un de vide, de devenir quelqu'un non seulement de lessivé, mais de mauvais, de s'intoxiquer, comme si le succès l'intoxiquait. Et en plus, par ailleurs, elle sort avec... elle est presque mariée avec un homme qui est chroniqueur à la télévision. Alors ça, je me suis beaucoup amusé en le créant. Rappelons pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas que on vous voit assez souvent à la télévision et qu'on va vous voir normalement le plus souvent encore à partir de cette rentrée. On ne dira pas où, on vous laisse découvrir. Et donc elle lui casse les pieds, il lui casse les pieds. Bon. Et donc elle est dans cet état de surchauffe, d'intoxication d'elle-même, ce qui la rend très misanthrope. Oui, elle est moyennement sympathique quand même là. Bien sûr. Ne vous en déplaise. Elle est moyennement sympathique, mais justement, je ne suis même pas d'accord avec ça. Je dirais que l'univers qui est le sien n'est pas sympathique. Et donc, elle n'est pas sympathique à l'image de son univers. Et que finalement, quand elle a un regard cynique sur le monde qui l'entoure, sur ses collègues toxiques, sur son patron véreux, sur les petits ambitieux qui lui lèchent les bottes alors que c'est juste parce qu'ils sont intéressés, sur les gens qui viennent les flatter dans des soirées alors qu'ils veulent juste qu'elle lui rende des services, en effet, elle n'est pas sympathique. Et en effet, elle les voit d'un regard assez méprisant, assez déshumanisé, mais est-ce que c'est elle qui est antipathique ou est-ce que c'est l'univers qu'elle décrit qui ne peut être décrit que comme ça? Alors là, ce sera au lecteur d'en juger. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a quand même quelque chose qui est assez radical en elle, c'est que plus elle est dans cette situation mal nommée burn-out, et plus elle se dit je vais aller au fond de cette maladie, de cette souffrance, pour la décrire au maximum, pour essayer de la creuser, parce que je vais y trouver en un sens la vérité du monde. Et du coup, elle fait quelque chose qui ne nous surprendra pas du tout, c'est qu'elle se lance dans l'écriture. À un moment, elle tente de devenir romancière. Exactement, elle se lance dans l'écriture et elle le fait avec une sorte de double promesse, d'échapper de se soigner à sa souffrance, et de l'autre, de la décrire et de la comprendre. Je crois que l'écriture, c'est à la fois une fenêtre et un miroir. Ça s'appelle La Spirale, ce qu'elle écrit. Et c'est un livre donc, qui s'appelle la Spirale, et puis celui qu'on a entre les mains, c'est-à-dire un livre où elle essaye de nommer la maladie dont le monde serait malade. Je crois que c'est ça, écrire un roman, c'est tenter de déchiffrer tous les symptômes qui nous entourent, ou les symptômes qu'on ressent, et à partir de là, essayer, même si c'est souvent impossible, de diagnostiquer. Alors là, si il n'y avait que ça dans votre roman, on serait dans un roman psychologique très ancré dans le réel, etc. etc. Oui, ou un roman d'entreprise, un roman social. Nanana, mais c'est pas votre genre de nous imposer une seule direction. Et donc, il va se passer quand même un événement assez déclencheur dans cette affaire. C'est donc l'évolution de la carrière de cette Jade. Oui, alors elle travaille donc dans ce grand groupe qui est français au début, avec un supérieur hiérarchique qui est un ancien politique qui a été trempé dans plein de casseroles et qui est un peu magouilleur, et qui se fait approcher par un milliardaire indien, lui-même extrêmement fou, un personnage d'une vulgarité inouïe, mais surtout extravagant et complètement mégalo, et qui ambitionne de racheter ce groupe, c'est-à-dire d'en détruire l'âme, parce que souvent les rachats des groupes dans l'économie, ça suppose de changer complètement l'âme d'une entreprise, et il va lui demander à elle de devenir un peu celle qui va faire le sale boulot, c'est-à-dire de préparer en coulisses le rachat de ce groupe. Elle torpille son propre groupe pour prendre du galon et devenir la patronne de ce nouveau groupe mondial. Exactement, et la première mission qui lui est donnée, c'est de construire un hôtel tout à l'est de l'Inde, dans un archipel qui s'appelle l'archipel d'Andaman. Voilà, alors c'est là qu'on commence à rigoler. Comment il s'appelle, votre milliardaire indien? Moi j'ai oublié, mais vous vous en souvenez, vous? On a oublié son nom. Il a un nom très exotique, très folklorique. Attendez que j'ai que ça. Bailan. Oui, pardon. Bailan. Ça fait rien, mais il s'appelle Bailan. Il s'appelle Bailan. Et vous avez pris modèle, évidemment, sur certains vrais milliardaires indiens qu'on a vus, les Ambani, les Adani. Alors, évidemment, là, tout ça est parfaitement cohérent. Milliardaire indien à l'international. Il est très ami avec le pouvoir politique en place en Inde, évidemment. Ça, c'est vrai de tous les milliardaires dans le monde entier. C'est très vrai en Inde, effectivement. Narendra Modi a quelques amis très riches qui le soutiennent et à qui, en retour, il accorde quelques facilités. Et on peut imaginer, vous le dites d'ailleurs à un moment, on peut imaginer que le gouvernement indien
s'est intéressé à ce lotissement des îles Andaman. Alors on va faire un peu de géographie. Mhm. C'est donc un archipel qui s'appelle les Andaman et Nicobar, Exactement. qui est un chapelet d'îles. Il y en a plusieurs centaines. Hein. Oui. C'est un chapelet d'îles qui forme un mini-État indien, comme il y en a plein, qui est rattaché directement au gouvernement central de New Delhi. Ce n'est pas un État complètement autonome. Et il a la particularité d'être peuplé de tribus. Comme pas mal d'États indiens, en fait, il y a un vieux fond tribal. Et alors, géographiquement, c'est assez difficile c'est totalement inaccessible et complètement paumé. C'est très au large des côtes du Bengale, c'est en pleine mer d'Andaman, c'est assez au large de la Birmanie, et de loin, il y a l'Indonésie qui doit être un peu plus loin, mais c'est au milieu de nulle part, en fait, Exactement. en quelque sorte. En revanche, c'est assez connu maintenant, quand on parle d'Andaman et Nicobar. Et donc, il y a une capitale, Port Blair, qui est la seule ville à peu près développée dans l'archipel. Et il y a une particularité, c'est qu'il y a des îles qui sont encore peuplées d'indigènes natifs, genuines et particulièrement féroces. Exactement. Et Ça, vous ne l'avez pas inventé. non, je ne l'ai pas inventé du tout. L'île de Sentinel, North Sentinel, où vous situez votre intrigue, existe bien. Elle existe bel et bien. Et Et c'est elle est une île peuplée de sauvages, Oui, pour faire simple. Alors moi, j'emploierais pas le mot sauvage. Avec mais tous les guillemets que vous certains voulez. l'emploient. Ils sont même un peu cannibales sur les bords. Donc, Ah, ça fait partie de la légende. Non, ils auraient bouffé un missionnaire américain. Tué Pas que. et enterré. Pas que. Enfin, C'est peut-être que vous avez des Non, informations parce que... qu'à l'époque, il y avait eu des articles dans la presse, effectivement, et on suggérait qu'il aurait un petit peu... Moi, selon Bon. ma documentation, il l'avait enterré après. Et justement, il y avait toute une sorte de légende sur eux. Mais peut-être pour les présenter, en effet, c'est un peuple... Enfin, c'est une île. Moi, quand j'ai appris son existence, qui m'a d'emblée fasciné. En plus, le nom. D'abord, le nom est sublime. L'île des Sentinelles, ou l'île de la Sentinelle, ou de Sentinelle Nord. Mais parce que, en fait, c'est une île, d'abord, qui est interdite d'accès, qui est le dernier lieu qui échappe complètement à la À la mondialisation. civilisation. C'est-à-dire- C'est complètement interdit. Complètement effectivement, interdit, on il n'a y a pas le droit rien. d'y aller. Non. D'abord, Bah, c'est pour ça interdit par qu'il- la loi indienne. Puis, Et puis, même si on a envie d'enfreindre la loi, on peut se faire tuer. On a Pourquoi vu le résultat, oui. Oui, et elle est habitée depuis 60 000 ans par un peuple qui est arrivé à l'époque des premières migrations humaines en provenance d'Afrique. Mais comme vous l'avez très justement dit, dans tout cet archipel, plein de peuples sont arrivés il y a 60 000 ans. Tous les autres peuples de la région ont été sinon décimés, génocidés, du moins vraiment réduits, même souvent par le simple contact avec la Oui, modernité. assimilé. Parce qu'il suffisait par exemple que des anthropologues arrivent à la rencontre d'un peuple qui vivait comme ça depuis 60 000 ans et qui n'avait pas vraiment changé. Les anthropologues sont pas mal intentionnés, mais ils vont offrir d'abord un briquet, puis une bouteille d'alcool, puis du tabac, etc. Et le simple contact avec la modernité peut tuer des peuples, ou en tout cas les fragiliser et les rendre vulnérables. Et accessoirement, si l'anthropologue a une angine, la population est décimée. Et en plus, il y a cette question du système immunitaire. Et donc ce peuple, les Sentinelles, sont là sur cette île de la Sentinelle depuis 60 000 ans, et ils doivent leur survie à une chose, c'est qu'ils ont pris la décision, sans qu'on sache pourquoi, de n'avoir aucune interaction, avec le monde extérieur. C'est-à-dire, très concrètement, ils tuent tout intrus qui arrive sur leur côte, que l'intrus soit gentil ou méchant. Que ce soit un missionnaire, que ce soit un colon, que ce soit un soldat, que ce soit un touriste gentil, ou que ce soit un anthropologue, ou qui que ce soit, ils tuent ou ils tentent de tuer. Et donc, ça fait que leur île est le dernier lieu du monde qui a complètement échappé au processus de la mondialisation. Ça fait deuxièmement que c'est une île qui est... Alors c'est fascinant littérairement, c'est une île qu'on ne peut pas voir. Les seules photos, je le dis pour nos auditeurs, peuvent aller voir sur Internet, les seules photos qu'on a, c'est des photos de l'extérieur de l'île. Et oui, forcément. Et puis, sur Google Earth, la canopée étant très dense, on ne voit rien sinon les cimes des arbres, on ne peut pas savoir à quoi ressemble cette île. Et puis, surtout, c'est une île qui reflète, je crois, et c'est pour ça qu'elle m'a fasciné, toutes les obsessions de notre temps. Parce que finalement, l'histoire d'un peuple qui a survécu, alors que tous les autres peuples de la région étaient massacrés ou mouraient par le contact avec la modernité. Un peuple qui a survécu parce qu'il s'est replié, parce qu'il n'a pas voulu participer à l'aventure du monde, parce qu'il n'a pas voulu se mélanger aux autres peuples. N'est-ce pas le miroir, de la fièvre identitaire qui s'empare de notre époque, de nos pays, de l'obsession, enfin pas de l'obsession, mais de l'héritage douloureux des colonisations, de l'héritage douloureux de tous ces peuples qui ont disparu, de tous les génocides, de tous les massacres qui ont eu lieu et qui ont lieu toujours dans l'histoire. 3, n'est-il pas cette obsession aussi d'un peuple qui dirait « je refuse » le métissage, je refuse le mélange. Le mélange est en soi dangereux.
toutes ces idées-là, et n'est-ce pas ce qui est en train de se passer de plus en plus dans nos sociétés, toutes ces idées-là sont reflétées, je crois, dans le destin de cette île, et c'est pour ça que quand ma narratrice reçoit la mission d'aller construire un hôtel dans cette région des Andaman, elle découvre l'existence de cette île, elle se dit mais c'est incroyable, c'est fascinant. Et ça risque effectivement de tout bouleverser. Et on n'en dira surtout Évidemment. pas plus, parce que c'est là que ça se noue, et c'est là qu'on bascule presque dans un thriller. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en le lisant. Et on verra le lecteur, nos auditeurs transformés en lecteurs de Surchauffe, verront comment elle se débrouille, si ça va réussir ou pas, si la mission va être possible ou pas, comment le groupe lui-même va évoluer, comment cette femme va évoluer, et peut-être est-ce qu'elle va finir par écrire son roman. Donc là, on est presque dans une espèce de parabole sur la société contemporaine, et on vous remercie de nous avoir plongé dans cet univers. Je ne dis pas que ça nous donne envie d'aller aux Andaman, en tout cas pas sur Sentinelle Nord, mais d'aller faire un tour à Port-Blair, pourquoi pas. En tout cas, vous n'y êtes pas allé, mais la façon dont vous l'évoquez est belle et réaliste, et effectivement, ça nous donne envie de nous pencher sur cet univers. Merci Merci à vous. pour ce roman. Surchauffe, c'est chez Albin Michel. C'est en vente depuis le 20 août. Et à nos auditeurs, rendez-vous le mois prochain avec un autre écrivain de la rentrée. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.